Bonjour, merci de m'accueillir. Merci aux invités de m'avoir planifié le dernier après-midi juste après le repas. J'espère que vous n'êtes pas tous en train de digérer ou de faire une turbo-sieste juste avant ma présentation. Je suis historien et disons, on est toujours content, les historiens, quand de temps en temps on nous invite, parce qu'en règle générale, on ne nous écoute pas beaucoup. Et on ne s'intéresse pas franchement toujours à nos travaux, mais je suis assez convaincu que si on veut comprendre où on va, il est un peu nécessaire, indispensable de savoir d'où l'on vient. Et vous allez voir qu'une bonne partie des thématiques, quand j'ai lu le programme et quand j'ai écouté tout à l'heure le panel, une bonne partie des thématiques et des questionnements qui sont mobilisés dans cette journée se retrouvent en fait dans des événements historiques relativement récents. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'écoute pas vraiment les historiens, c'est qu'en fait on vient vous rappeler des choses que tout ce que vous êtes en train de vivre et tout ce que vous êtes en train de discuter, en fait on l'a déjà plus ou moins perçu. Je vous laisse peut-être lancer ma présentation. Ça sera plus clair. Voilà, super. Alors, j'ai un parcours un peu compliqué parce qu'au départ, je suis historien de la sécurité sociale. Voilà. Et puis, j'ai un peu traîné. Je suis assez atypique. Donc, j'ai en fait quitté le champ de la sécurité sociale pour m'intéresser à l'histoire de la vieillesse. Et plus particulièrement, en fait, l'histoire culturelle de la vieillesse. Et ça a comme implication de travailler justement sur un certain nombre de représentations. Ces représentations, elles sont essentiellement médiatiques, c'est l'essentiel de mon corpus, mais je les croisais en fait avec d'autres sources qui viennent des politiques sociales, qui viennent de production culturelle. Et c'est au travers en fait de ces différentes sources que j'ai en fait construit un certain nombre de réflexions sur ce que j'ai tendanciellement appelé les métamorphoses de la vieillesse pour finalement devenir les couleurs de la vieillesse, c'est-à-dire un certain nombre d'événements qui se déroulent au cours du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, dont un des principaux aspects qui nous concerne toutes et tous aujourd'hui, c'est l'invention de ce troisième âge dans les années 60, qui va devenir en quelque sorte un des lieux communs, un des principaux concepts largement partagés aujourd'hui pour réfléchir à ce que c'est que la vieillesse. Parallèlement à ça, il faut aussi se rendre compte que ces représentations, on l'a évoqué à plusieurs reprises aussi durant ces 2 derniers jours, sont construits autour de clichés, autour de stéréotypes. Et en fait, ces stéréotypes et ces clichés sont très importants à mettre en perspective historique parce que, sans qu'on s'en rende compte, en fait, ces clichés, ils nous structurent notre manière de penser. Si on ne connaît pas l'histoire en fait, qu'il y a derrière le concept de troisième âge, si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière même le concept de vieillesse, eh ben, on est en train d'utiliser un certain nombre d'outils sans réaliser qu'en fait, ils structurent notre manière de percevoir le monde. C'est un peu à l'instar de voilà, le poisson qui toute sa vie vit dans l'océan et en fait, juste au moment où il est pêché, réalise qu'il a vécu dans l'océan et il n'a jamais en fait thématisé, jamais une fois réfléchi sur le fait qu'il vivait en fait dans un espace qui était celui de l'océan. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Magnifique. Voilà, en gros, le corpus sur lequel j'ai travaillé. Donc, ça croise à la fois des rapports très sérieux, très officiels, donc les rapports des comités d'experts de l'ONU ou de l'OMS, des productions de gérontologie et de gériatrie, puisqu'en fait le champ d'études de la vieillesse, c'est un champ qui se structure immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un champ extrêmement intéressant à étudier parce que c'est un champ qui est légèrement périphérique, contrairement à la pédiatrie par exemple, ou à la chirurgie, qui sont des champs de la médecine qui sont très fortement connotés positivement. En fait, le champ de la gériatrie et de la gérontologie se constitue tardivement, il y a des revues qui y sont associées, puis en même temps que ces différents aspects apparaissent, on voit qu'il y a des représentations de la vieillesse qui émergent dans des programmes radio, dans des programmes télé, dans des représentations de la presse, et puis on peut le découvrir au travers d'un certain nombre d'archives audiovisuelles, je vais vous en présenter quelques-unes dans un instant. En croisant tout ça, j'ai effectivement produit un modèle heuristique, un modèle de réflexion que j'ai intitulé « Les couleurs de la vieillesse », parce qu'en fait, ces différentes couleurs, elles nous amènent à teinter, à l'instar de lunettes, si vous voulez, avec des filtres, elles teintent nos conceptions, notre représentation de la vieillesse. Alors, à une vieillesse grise, qui est celle du vieillissement démographique, qui est un concept, d'un point de vue scientifique, qui n'a aucune validité, qui est un concept purement politique, purement idéologique. On devrait parler de massification de la population âgée, si on voulait un terme neutre en termes de représentation. Alors cette idée qu'on est submergé par cette population âgée, ça c'est un concept qui apparaît relativement tôt, déjà avant la Première Guerre mondiale.
On a une autre représentation, la vieillesse verte, qui est la représentation médicalisée, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vieillir en bonne santé, qu'on a des capacités d'agir, des capacités d'être en bonne santé au moment de la retraite. Et puis après, il y a toute une série de déclinaisons intermédiaires. Il y a la vieillesse des femmes, il y a la vieillesse de vert de gris, c'est-à-dire les moments de fragilité qui commencent à apparaître, la question des lieux d'hébergement qui vous occupent et qui vous préoccupent, la question bien évidemment de la fin de vie, qui est aussi une question qui revient sur le devant de la scène politique en ce moment en France. Et puis des représentations beaucoup plus positives récentes, hein, la silver economy, la vieillesse dorée, c'est-à-dire le champ marchand qui s'intéresse maintenant à tout l'argent qu'on peut faire autour de cet âge de la vie. Donc ça, c'est ce que j'ai développé. Bonne nouvelle pour vous, le livre, il est édité en open edition, donc vous pouvez vous taper les couleurs de la vieillesse dans n'importe quel moteur de recherche et vous pouvez télécharger le PDF complet de l'ouvrage. Il est librement accessible et puis ça vous permettrait de pas, vous n'avez pas besoin de le lire, comme ça vous pouvez faire des recherches directement avec des mots-clés si vous voulez chercher l'une ou l'autre citation. Pour résumer maintenant ce qui se passe en fait dans ce demi-siècle de l'histoire de la vieillesse, en gros, on a 4 moments qui sont les moments actuels jusqu'en 2020, qui se structurent entre l'émergence des retraites en 1945, donc jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la vieillesse, en fait, elle est confondue dans toute la réflexion avec la question de la pauvreté. On ne distingue pas en fait la pauvreté de la vieillesse. La vieillesse est un facteur de pauvreté, il n'y a pas de retraite. Les gens qui rentrent dans la vieillesse ou qui subissent cet âge-là, on doit en prendre en charge dans le cadre de l'assistance publique, d'où la politique des asiles, d'où la politique de l'hospice. Et c'est uniquement avec le règlement de la sécurité sociale, mon précédent sujet, qu'on va découvrir un autre enjeu, c'est-à-dire qu'une quinzaine d'années après l'introduction, la généralisation des retraites, on va se rendre compte qu'il y a une population qui est là et dont, en gros, il faut s'occuper. Et c'est là qu'émerge le concept de troisième âge et, associé à ce concept de troisième âge, les politiques du troisième âge. Un autre reflet, en fait, de ces politiques sociales émerge dans les années 70, c'est les politiques de l'activité, de l'action, donc les seniors actifs. Ça, c'est vraiment les 3 pivots qui nous permettent de comprendre comment, en fait, c'est organisé les représentations actuelles qu'on se fait de la vieillesse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au début des années 60, on a en Suisse, en France, au Canada, aux États-Unis, dans l'ensemble de l'Europe occidentale, on a des rapports sur la vieillesse. Ces rapports, on peut les illustrer ici assez facilement avec 2 textes que j'ai beaucoup travaillé dans l'ouvrage, Les couleurs de la vieillesse. Sur votre gauche, le rapport français, donc le rapport Larocque, de Pierre Larocque, le fondateur, l'architecte du système de sécurité sociale dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui est président du Haut Comité consultatif de la population et de la famille, et qui, dans ce cadre-là, donc, va rédiger un volumineux volume sur les politiques de la vieillesse, qui va largement inspirer, en fait, les travaux en Suisse, puisque c'est un autre auteur qui a à peu près le même profil que Pierre Larocque, Arnold Saxer, qui va s'occuper de faire un rapport totalement similaire en Suisse en 1966. Donc à 4 ans d'écart, vous voyez qu'on a quelque chose qui est dans l'ordre de l'ère du temps. On s'interroge beaucoup sur cette question de la vieillesse et comment, en fait, on pourra mettre en place un certain nombre de politiques utiles et bien construites. Alors, je vous donne juste la table des matières du rapport Saxer, parce qu'en fait, j'ai cherché des citations les plus parlantes, et puis je suis quand même relativement content de ma citation du rapport Saxer. Il y a exactement la même structure dans le rapport de Pierre Larocque, donc il n'y a vraiment pas de différence notable entre ces 2 approches. Donc, des rapports qui s'occupent bien évidemment de la situation du vieillissement, de la question économique, on revient à ce que je vous disais avant sur la question de la pauvreté, le logement, et puis après, les politiques du troisième âge, c'est-à-dire les politiques de loisirs et de prise en charge des soins. Les grands mots-clés qui organisent en quelque sorte la réflexion, c'est bien évidemment de maintenir en occupation les personnes âgées, de favoriser une transition la plus harmonieuse possible entre l'âge de l'emploi et l'âge de la retraite, et puis les premières solutions, parce qu'on a déjà des problèmes de financement dans les années 50, figurez-vous, c'est comment on organise un maintien à domicile et comment on organise des lieux de soins adéquats. Les problèmes majeurs qui sont identifiés, là encore, vous voyez que depuis en gros 65 ans, on parle des mêmes choses. C'est la question de l'isolement, le problème de la solitude dans la vieillesse, et puis d'identifier les besoins et comment satisfaire ces besoins de la population âgée. Il y a une très jolie citation, en fait, dans le rapport Saxer, qui résume un peu qu'est-ce que c'est la problématique du vieillissement pour les personnes âgées. Et en fait, il y a un problème d'adaptation. Et dans ce problème d'adaptation, il y a toute une série de
Points qui sont abordés, d'où la citation en fin de rapport dans la conclusion qui dit que les vraies raisons en fait, de cette difficulté d'adaptation sont plus profondes. L'individu n'est guère conscient de certains changements fondamentaux qui se manifestent sous l'effet des conquêtes de la technique et de l'industrie moderne et affectent le milieu ambiant et les conceptions humaines. Les jeunes peuvent s'adapter beaucoup plus facilement que les personnes âgées à des situations qui évoluent rapidement. Pour cette raison, déjà, la distance séparant les générations grandit. En outre, le processus d'individualisation qui se développe en même temps pousse l'homme à prendre plus conscience de lui-même, rendant difficile la vie commune avec des êtres d'âge différents. Je vous mets cette citation dans un rapport de 2025. Objectivement, il n'y a rien qui a changé. Les éléments structurants de cette réflexion, c'est on vit une période de changement et de mutation. Il y a 65 ans, c'était déjà le cas. L'industrie, la modernité bousculent les anciens rôles, les anciennes traditions. Les conceptions humaines sont donc bouleversées. Une distance sépare les générations. C'est intéressant, hein, à l'heure où on voit qu'aujourd'hui, il y aurait des conflits de génération, des conflits intergénérationnels. Ça fait 65 ans qu'on les met en avant. Et l'individualisation qui précède mai 68. Pour tous ceux qui voudraient développer des discours anti-wokistes ou des problématiques générales sur le fait qu'aujourd'hui, on a perdu le sens des valeurs et on est dans un déclin généralisé. 65 ans, une quinzaine d'années avant mai 68, on pose déjà le diagnostic de l'individualisation. Alors, parti de ça, on peut construire une chronologie, et je vais en venir à des choses un petit peu plus gaies, parce que là, je sens que vous êtes vraiment en train de vous endormir, ou alors vous m'écoutez religieusement, mais je me méfie un peu, donc j'ai le sentiment que vous êtes en train de ronronner en se disant « Oh là là, allez, plus que 20 minutes à tenir, ça va bientôt se terminer ». Alors attention, ça va bouger à partir de maintenant en 3 vignettes, en 3 moments clés, les fameuses 30 glorieuses de Jean Fourastier, 45-73, donc les moments de l'après-guerre, vous vous souvenez, le plein emploi, le salariat, tout ça, tout ronronnait, hein, tout était magnifique à ce moment-là, suivi des 30 piteuses, 73-2003. 2003, vous vous souvenez, il faisait très chaud, on a vu plein de vieux mourir en France et en Suisse, c'est l'année de la canicule, la première grosse prise de conscience, effectivement, du dérèglement climatique et des effets directs du nombre de morts. Et puis, mine de rien, on a bientôt fait le premier quart de ce 21e siècle, 2025. Ça fait 25 ans qu'on est au 21e siècle, il serait peut-être temps de poser la question de qu'est-ce qu'on vit comme situation et quelle est la société dans laquelle aujourd'hui on vit. Alors, premièrement, la première 3 décennies qui suivent la guerre, on a 3 moments clés pour comprendre en fait la situation. D'abord, on a un modèle de la famille nucléaire qui est dominant. C'est-à-dire que la famille, c'est vraiment le pilier de l'organisation sociale. Les structures familiales sont mobilisées de bout en bout, avec une entraide au sein des foyers élargis. Les personnes âgées vieillissent dans les familles, auprès de leurs parents et de leurs enfants. Donc il y a des rôles traditionnels qui sont construits autour de l'âge. Il y a des frontières qui sont très claires entre l'enfance, qui est un temps de dépendance, on dépend des parents adultes, les adultes qui sont le pilier économique, et des personnes âgées qui sont à la fois des figures de sagesse, de désengagement de la société, mais aussi des figures d'autorité, puisqu'ils ont le savoir, ils ont acquis un certain rôle important. Tout ça, ces rôles sont bien construits et sont solidement ancrés dans les représentations médiatiques, parce qu'on est dans une situation de plein emploi, où la montée en gamme, et un des facteurs très importants, c'est la montée du salariat féminin, va mobiliser le 3e âge. C'est-à-dire que les personnes âgées, en premier lieu les femmes âgées, les grands-mères vont être mobilisées massivement pour s'occuper de la petite enfance. Bien avant la création des crèches et des structures d'accueil de la petite enfance, on va mobiliser le 3e âge, donc les femmes âgées pour s'occuper des enfants, mais aussi des parents encore plus âgés, puisqu'on est déjà en train d'expérimenter des sociétés qui ont une cohabitation de 3 voire 4 générations. Donc on a un rôle de la grand-parentalité qui est extrêmement important. Et la notion clé, en fait, qui habite ces 3 premières décennies, c'est l'idée de vieillir à domicile, vieillir chez soi. Pour vous donner un exemple de cela, je vous ai choisi une première vidéo. C'est le moment sympa. On commence à regarder des images qui bougent et moi, je vais pouvoir boire un verre d'eau. C'est un très, très joli document d'archives qui est organisé autour du 50e anniversaire d'une fondation pour la vieillesse, la Fondation suisse pour la vieillesse, Pro Senectute, qui va mandater Condor Film, qui est une grande firme publicitaire zurichoise. Donc c'est un film qui a été doublé, qui est tourné en allemand et qui est donc les voix, vous allez voir, c'est pas toujours hyper raccord.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est 1958, donc 4 ans avant les rapports sur la vieillesse, et il pose en fait le diagnostic de l'entrée dans la vieillesse, ça pose un certain nombre de problèmes, et je ne vous dis pas plus, mais regardons ensemble quel est le problème de l'entrée dans la vieillesse. Mais qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Ah non, il a fallu pas là. Eh oui, mon vieux, nous avons eu dernièrement une réunion générale de tous les contemporains. Et vois-tu, beaucoup d'entre nous sont maintenant retraités. Jules, celui qu'on surnommait le professeur, élève des abeilles et collectionne tous les bouquins qui traitent de l'apiculture. François, le contremaître, a bricolé un vrai bijou de chemin de fer en miniature pour ses petits-enfants. Julien, le caissier, reste des oiseaux. Giacomo, le concierge, est retourné dans son cher Tessin. Il raccommode les filets des pêcheurs. Et Fritz, le représentant, est devenu un véritable paysan montagnard dans la famille de son frère. Alors je lui ai demandé, toi, que fais-tu? Eh bien moi, ma foi, j'ai ma famille. Eh bien moi, j'ai ma famille, un full-time job, un boulot à plein temps que de s'occuper effectivement de sa petite fille qui l'emmène au zoo, qui l'emmène faire des promenades, etc. Donc un certain jour, c'est cette première représentation relativement positive, on est 10 ans après l'introduction, la généralisation des retraites, et dans ce petit film, on présente le parcours du monsieur de droite, là, monsieur Altdorfer. On le voit, le film s'ouvre en fait sur le pot de départ, il part à la retraite, et puis il a un moment un peu difficile, c'est les 2-3 premières minutes du film, en fait il fait une dépression. Il fait une dépression au moment où il part à la retraite parce qu'il n'a plus de rôle social, il ne sait plus à quoi il sert, et c'est justement alors qu'il erre entre le bistrot et puis là il est dans un hall de gare qu'un de ses camarades vient lui rappeler tout ce que les copains y font comme activité à la vieillesse. Alors vous avez remarqué quelque chose peut-être? Il ne vous manque pas une donnée de l'équation? Il n'y a pas de femmes. Eh oui, la vieillesse c'est un problème d'homme, vous savez bien. Alors que la population âgée, elle est majoritairement féminine. Donc en fait, de nouveau, on a des regards très genrés et des regards qui sont aussi largement dominés par des effets de classe, parce qu'en fait, la problématique qui est identifiée ici, c'est celle des cadres, des hommes qui rentrent avec des responsabilités et qui tout d'un coup ont de la difficulté à gérer, à négocier le passage à la retraite. Gardez bien ça à l'esprit, je vous montre quelque chose tout à l'heure par rapport à nos représentations contemporaines. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là vraiment la construction de cet objet qu'on appelle le troisième âge. C'est le passage à la libération de l'emploi, c'est le passage à une vie où en fait on va négocier ses activités comme bon nous semble, où en fait on est dans une espèce de période de grandes vacances, où il y a beaucoup de réalisations, beaucoup d'émancipation possible. Alors ce modèle-là, il va rentrer en crise dans les années 70, au début d'une reconversion en fait des modèles familiaux, d'une part parce qu'il y a un éclatement du nombre de divorces, des recompositions familiales qui s'opèrent dans cette décennie, il y a des problèmes d'emploi avec un chômage massif qui va émerger à partir de 73-75, une durée des études qui s'allonge, il y a mai 68 quelques années auparavant. Donc en fait les frontières entre les âges se brouillent un peu et puis les représentations vont s'enrichir de deux concepts qui sont là aussi diamétralement opposés. D'une part le quatrième âge, l'âge de la fragilité, et puis de l'autre côté le senior actif, la retraite dorée, qui est une recomposition de la retraite de M. Altdorfer qu'on a vu auparavant. Et ça représente dans différents types d'ouvrages. Alors le plus connu, parce qu'il a eu une très grande notoriété, c'est l'ouvrage phare de Simone de Beauvoir, qui, après avoir écrit Le deuxième sexe à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, vraiment la Bible, le manifeste de la pensée féministe de l'après-guerre, eh ben, en fait, elle reprend exactement le même schéma, mais sur la vieillesse. Elle a commis un roman, quelque temps auparavant, où elle raconte comment elle a dû s'occuper de sa mère mourante, qui a une démence sénile, et donc elle va
transposer cette expérience subjective dans un manifeste de plus de 900 pages sur la question de la vieillesse qui sera mis à l'écran par un film documentaire dans l'hospice de Nanterre. C'est Promenade au pays de la vieillesse qui est réalisé par Marianne Arndt, donc une réalisatrice scandinave. Et ça, je vous le montre dans une petite archive, dans une petite séquence que j'ai tirée d'un reportage donc avant le journal télévisé. On avait des actualités filmées, ça a duré assez longtemps en Suisse, puisque là c'est une archive de 1972, qui est une archive, un des derniers numéros de ce journal qui était projeté en pré-programme dans les salles de cinéma, le Ciné-Journal suisse. Et ce numéro s'appelle « Vieillir en silence ». Et c'est un tableau extrêmement sombre, en fait, de l'échec des politiques de la vieillesse au début des années 70. Je vous extrais juste ce qui devrait vous parler, puisque vous êtes directement concerné par ces milieux donc, de l'hébergement des personnes âgées. Voilà un hospice en Suisse centrale. Là aussi, ça a été doublé. Alors, vous verrez que, ouais, on a fait quelques progrès depuis. Vieillards assistés vivent à l'étroit, dans des chambres minuscules, sans même pouvoir jouir d'une salle de séjour. Il ne leur reste qu'à méditer sur leur sort dans un renfoncement de couloir. Les vieillards ne peuvent être qu'apathiques, aussi bien dans les chambres que dans les dortoirs encombrés. Avec un dévouement admirable, le personnel essaie de distraire et d'animer ces pensionnaires déshériteux. J'espère que vous aurez apprécié le dévouement du personnel très engagé. Hein. C'est vrai qu'elle incarne vraiment une mise en activité avec cette petite balle qui rappelle effectivement les jeux les plus avancés et les progrès les plus importants de la gérontologie. Donc on est là dans une image extrêmement sombre qui est celle de l'asile, de l'hospice asile, qui va construire le lieu vraiment le plus sombre de la vieillesse, c'est celui du mouroir. Et donc ça, c'est une image qui colle très, très durement à l'image de l'EHPAD. C'est vraiment toute la construction de transformer ce lieu de relégation en lieu de vie et en lieu de réalisation de soi. Donc comment faire coexister cette première image de la retraite, de la vieillesse active, de la vieillesse émancipatrice avec un lieu de vie qui est en même temps celui du dernier lieu de la vie. Et donc là, il y a des tensions extrêmement fortes. Et ce ciné-journal de 1972, c'est vraiment très tard, montre combien ça devient quelque chose d'insupportable. C'est un indicateur, vraiment, ce qui vous est montré là, c'est une dénonciation dans le principal canal de communication de l'information audiovisuelle. Donc on est vraiment dans une prise de conscience qu'il va falloir organiser autre chose. Et cette autre chose, on le voit en moins de 10 ans. Ça, c'est un reportage de la radio-télévision suisse 1983. C'est un reportage qui va avoir un succès incroyable, parce que quand je suis allé dans les archives, en fait, ils n'ont jamais reçu autant de courriers d'auditeurs par rapport à ce petit reportage. Ils vont d'ailleurs en faire un deuxième, ils vont faire une suite pour suivre les personnes qui vont vous être présentées là, parce qu'en fait, il y a des gens qui, avec leur retraite, partent au soleil. Alors, c'est très fort en France, il y a vraiment de nombreux reportages sur les vieux de Nice, les vieux de Nice et de Marseille qui s'expatrient depuis le nord, depuis Paris pour aller vivre leur retraite dorée au soleil, donc dorée qui joue justement sur les deux aspects. Nous, en Suisse, on exporte un petit peu plus loin, parce qu'avec le taux de change, en plus, ça devient très intéressant. On sera en Espagne. Benidorm, à une cinquantaine de kilomètres d'Alicante. Une faune touristique qui grouille 12 mois par année. Ici, pas de répit, pas de saison morte. Benidorm, c'est le Las Vegas de la Costa Blanca, l'empire du soleil et de la discothèque. Village de la démesure, Benidorm atteint bientôt les 400 000 habitants. Le béton du tour a envahi la roche et le sable. C'est ici que se réunit le club Suizo de la Costa Blanca. Dans cette région, il y a une forte concentration de retraités suisses. Véritable colonie composée
les Zurichois Gertrude et Charles Brandenberger ont choisi de vivre dans une résidence réservée au troisième âge, dans la banlieue de Benidorm. Résidence du troisième âge, monsieur et madame Brandenberger des Zurichois qui effectivement ont une vieillesse retraite dorée. Bon, ce que vous dit pas le reportage là, c'est que 3 mois plus tard, en fait, monsieur a un petit problème de prostate et il doit rentrer en urgence à Zurich et se faire opérer. Mais on a quand même là une vraie réflexion sur l'idée qu'on peut vivre de manière heureuse dans des lieux adaptés à la vieillesse. Et donc on voit le chemin parcouru de 1958 à 1983 et cette oscillation entre des représentations très positives de l'émancipation de l'emploi, de l'émancipation des contraintes liées à l'activité salariée jusqu'à ces grandes vacances, ces loisirs dans lesquels on peut organiser son temps comme bon nous semble. Alors c'est ce modèle-là qui aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, est entré en crise au travers des questions de solidarité, avec notamment l'émergence de l'individualisme, mais qui s'est en plus doté et doublé, si vous voulez, d'un égocentrisme qui implique qu'effectivement, c'est penser à sa vieillesse, penser à sa retraite, penser à cette fragilité, penser à la mort, c'est beaucoup de choses que l'on a tendance à vouloir repousser, alors même que l'âge, en fait, il recule. Avoir 75 ans ou 65 ans en 2025, ça n'a rien à voir comme expérience avec avoir 65 ou 75 ans en 1945. Les nombres d'années en bonne santé promis après 65 ans sont beaucoup plus longs qu'il y a 60 ou 75 ans. On a aussi un grand problème dans le débat public autour des politiques sociales de confusion entre la politique de retraite et les politiques sociales de la vieillesse, qui rend aussi très difficile en fait la lecture. Et on a ces paradoxes au niveau des représentations, où on a aujourd'hui une jeunesse qui est beaucoup plus mobile, mais en même temps très précaire et très instable, des adultes qui ont des difficultés aussi, les carrières longitudinales de 30, 35 ans au 30 de la même entreprise, c'est plus du tout le cas, avec aussi des problèmes de financement, avec des périodes de chômage plus ou moins longues qui posent problème. Et puis, cette grande victoire de civilisation, d'accord, d'avoir reculé la mort, d'avoir doublé l'espérance de vie, en un siècle on a doublé l'espérance de vie, aujourd'hui ça se transforme en grande catastrophe. Le tsunami gris, le submergement de le vieillissement démographique, toutes ces images qui sont destinées en fait à montrer que c'est une charge insupportable qui nous font oublier qu'en fait, en 1945, après 2 guerres mondiales et la pire crise économique qu'on ait jamais connue dans l'histoire du développement économique capitaliste, on a introduit le système de la sécurité sociale. Donc si on avait les mêmes réflexes qu'on a aujourd'hui en 1945, on n'aurait jamais introduit le système des retraites et on n'aurait jamais développé une politique sociale pour ces populations âgées. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on voit des choses assez intéressantes en termes d'oscillation. Par exemple, à gauche, en avril 2020, Le Monde fait une grande page sur la solidarité des jeunes qui s'occupent des personnes âgées en période de Covid. Vous vous souvenez, il fallait éviter d'aller faire des courses, et donc il y a des solidarités qui se mettent en place de manière pragmatique dans les immeubles, dans les villages, et en fait on redécouvre ça. En l'espace de quelques semaines, on découvre qu'en fait les gens sont d'accord de s'entraider les uns les autres. Donc l'individualisme, l'égocentrisme que je vous dénonçais tout à l'heure, en fait en période de crise, il est assez facilement résorbé, on peut assez facilement le remobiliser. Puis dans le même temps, à droite, on a en fait la version moderne de M. Alldorfer, c'est-à-dire qu'en gros, on a une réflexion autour des cadres qui se retrouvent dans des périodes de chômage de longue durée, donc le problème du chômage des seniors, d'accord, périmé, sur le marché du travail à partir du 2 novembre 2023. Donc cette représentation, c'est de nouveau la représentation dominante de l'homme, cadre, blanc, je peux encore ajouter hétérosexuel, etc., qui figure en fait comme principale source de préoccupation et de représentation de la vieillesse. C'est pas que là. Je prends 2 autres exemples ici avec des publicités de mutuelles ou de réflexion sur la question des assurances pour le troisième âge, les assurances vie, où on représente des hommes qui ont des retraites hyperactives ou souhaitent bien vieillir. Okay ? Donc, je vous ai mis une femme quand même, pour terminer.
avec Elle est punk. Ça, c'est une série extraordinaire d'une photographe new-yorkaise d'il y a une quinzaine d'années qui a fait vraiment toute une série de clichés dont j'ai l'essentiel des photos qui sont tirées de ce travail-là. Donc voilà, revenir vraiment comme message à prendre avec vous, que en fait ces conceptions de la vieillesse, que ce soit la vieillesse active, que ce soit la vieillesse fragile, que ce soit le 3e, le 4e âge, toutes ces notions en fait ont une histoire qui évolue et dont les représentations conditionnent de manière assez importante le débat public et les réflexions et les représentations médiatiques. En fait, ces notions, elles mettent à jour des frontières entre les âges qui sont des frontières plus ou moins floues. Aujourd'hui, on sort de la jeunesse plus du tout à 14, 16, mais plutôt à 18, 20, voire 25 ans. On entre aussi dans l'âge actif de plus en plus tard avec des périodes de chômage de plus en plus longues et on en sort de plus en plus tôt avec des pré-retraites ou des difficultés de réinsertion dans le monde de l'emploi. Donc c'est vraiment les deux extrêmes de l'échelle des âges qui se retrouvent à être en fait poreux par rapport à l'âge central. Et dans le même temps, les solidarités, on les voit évoluer sous le coup de mutations sociales, sous le fait que la famille elle est devenue dans un premier temps de plus en plus nucléaire pour ensuite se réélargir et se repenser, se recomposer de manière plus ou moins importante, des contextes économiques qui sont changeants, avec des moments de stress très importants sur l'emploi et d'autres moments beaucoup plus ouverts par rapport à des possibles consolidations, et des représentations culturelles en fait, qui traversent tous ces moments. Et donc on est passé, dans une formule un petit peu caricaturale, d'une famille pilier, qui était la famille sur laquelle on structurait l'ensemble du système de sécurité sociale, à une famille puzzle dans laquelle, effectivement, les solidarités se maintiennent et se recomposent. Et je vous laisse vraiment avec cette slide maintenant pour respecter mon horaire, en insistant vraiment sur le fait que ce n'était pas le propos de vous introduire à la question du vieillissement démographique, mais c'est vraiment un terme qu'il faut un peu mettre de côté et préférer celui de massification, parce que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas tellement que la vieillesse aujourd'hui est devenue plus compliquée à gérer qu'il y a 60 ou 75 ans. C'est vraiment un enjeu de population âgée croissante qu'il faut accompagner. Dans ce cadre, il faut aussi penser l'évolution des familles et la question des capacités d'action. On en a entendu plusieurs exemples tout au long de ces 2 jours. Et de voir là-dedans, effectivement, que le recul en âge, en fait, ce n'est pas du tout une catastrophe. Au contraire, c'est plutôt une véritable victoire, une véritable avancée de civilisation, et que dans ce contexte-là, il faut tordre le cou à ces idées de vieillesse, charge inexorable et de poids absolument insurmontable. Voilà, je m'arrête là pour être dans les temps, et je vous remercie de votre écoute. Alors, je vous remercie beaucoup. Et merci de venir nous rejoindre pour éventuellement quelques questions. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des observations par rapport à cet exposé très riche qui nous fait un grand jump sur notre vision de la vieillesse du grand âge? Est-ce qu'il y avait des choses qui... Oui. Bonjour. Je laisse le dessin. Est-ce que l'histoire, c'est pas... On dit qu'elle se répète tout le jour. Est-ce qu'on ne va pas retrouver chez les personnes le 3e âge la même fonction qu'ils avaient quand les femmes dans les 30 Glorieuses se sont mis à travailler, qui avaient un besoin de garder les enfants et retrouver un rôle en fait qu'elles avaient il y a 50 ans? Oui, elles sont tout de suite mobilisées vraiment dès les années 50-60, les femmes âgées, pour s'occuper d'abord de l'enfance, parce qu'on est en plein baby-boom. Donc c'est vraiment les années 45-55, on est au début du baby-boom, il y a des infrastructures qui ne suivent pas, donc c'est vraiment les grands-mères qui étaient avec des taux d'emploi beaucoup plus bas qu'on a mobilisés pour permettre aux mères de rapidement prendre des emplois à temps partiel. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette réflexion sur la mobilisation des proches aidants, encore aujourd'hui, il y a quasiment toutes les études montrent qu'il y a un biais de genre, mais qui est en règle générale pas du tout thématisé. C'est-à-dire que c'est quand même les femmes âgées qui s'occupent du 4e âge en première ligne.
C'est quelque chose de très, en tout cas statistiquement très significatif. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui. Merci pour cette présentation. On se posait la question justement avec Elsa du 4e âge, qui a été aussi une évolution, j'imagine, et donc qui est aussi reliée sans doute à la notion de dépendance. Voilà. Peut-être voir ce que vous en pensez. Bon, il y a beaucoup d'études de sociologie, de gérontologie qui émergent dès le début des années 60 pour un peu en fait, réinvestir ou refixer des âges dans le 3e âge. Assez rapidement, en fait, on a plusieurs théories, plusieurs systèmes théoriques qui analysent le développement de l'âge. Et très rapidement, on va arriver en fait, à une tripartition du 3e âge entre l'entrée dans la retraite avec encore beaucoup de capacité d'action et une très grande indépendance. Une première fragilité qui vient en fait signer en quelque sorte le moment qu'il faut négocier soit un appartement protégé, soit avec un débat important. Est-ce qu'il faut maintenir les populations en campagne ou les faire venir en ville? Et puis après, la question de l'EHPAD. Avec aussi une modernisation des structures d'accueil par rapport à l'image extrêmement sombre qu'on a au début des années 70. Donc le 4e âge, en fait, il est quasiment concomitant, mais là encore, il y a un effet statistique, c'est-à-dire avec la montée en puissance de la population âgée, on a numériquement de plus en plus de personnes dépendantes, et c'est ça qui tout d'un coup crée la visibilité d'un problème et la mise en place d'une politique sociale. Après, sur la question spécifiquement femmes, ce qui est aussi important, et puis ça rejoint peut-être aussi la première question, c'est qu'en fait, si vous regardez les productions du mouvement féministe dans les années 70, le MLF, qui est constitué justement au début des années 70, avec le fameux mouvement autour des batailles pour l'avortement, qui d'ailleurs fait aussi beaucoup écho à la question de la fin de vie et puis de l'accès en fait, au suicide assisté. Et en anglais, on parle de birth control et de death control. Donc il y a une association, y compris au niveau des concepts dans la culture anglo-saxonne entre les deux. Le mouvement féministe s'intéresse très peu à la vieillesse. C'est vraiment pendant toute la décennie 70, on a beaucoup de réflexions sur les questions de contraception, l'apparition de la sexualisation déjà des corps féminins qui est posée, bien 40 ans avant MeToo. Donc on a ces réflexions-là, puis en fait, la question tout d'un coup de qu'est-ce que l'expérience des femmes dans la vieillesse, ça apparaît vraiment au début des années 80, et même le mouvement féministe lui-même, en fait, dans certains courants, s'interroge du fait qu'il c'est un impensé. Et là encore, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des choses qui avaient déjà été étudiées dans les années 20, après la Grande Guerre, parce que là, vous avez une population de veuves qui est immense, et là, il y a des expériences de femmes qui vivent un célibat dans la vieillesse et qui thématisent ça comme une forme d'émancipation. Elles sont plus sous la tutelle des hommes et donc elles règlent et elles organisent des expériences de vie très libératrices. Et puis dans la phase des années 80, c'est aussi le fait qu'une fois qu'on est sorti avec la ménopause de la logique de la séduction, eh ben on peut être enfin un être humain à part entière et au même titre qu'un homme. On n'est plus dans un jeu de séduction, on n'est plus du tout dans une représentation où on doit chercher à séduire tel ou tel type de normes hétérosexuelles. Et là encore, il y a des recompositions hyper intéressantes qui sont faites depuis une trentaine, quarantaine d'années. Merci beaucoup. Encore une dernière remarque, observation, question. Oui, merci pour votre exposé. J'ai juste une remarque également sur un documentaire que j'ai croisé, il me semble, sur la Suisse et sur le phénomène des grands-mères qui aujourd'hui sont payées pour garder leurs petits-enfants. Certains cantons commencent à développer ce type de dispositif. Alors, la toute première occurrence en fait, d'une prise en charge de la grand-parentalité dans mon corpus, en fait, c'est pour adopter des petits-enfants. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite qui n'ont pas en fait, de descendants. Et donc, il y a des petites annonces dans le Chasseur français pour adopter des enfants, pour adopter un grand-père. Donc, on est plutôt dans le bénévolat dans un premier temps. Après, la question de la rémunération ou de la salarisation de la prise en charge de la petite enfance par les grands-parents, ça a été utilisé notamment depuis une dizaine d'années par le mouvement syndical en Suisse en disant que reculer l'âge de la retraite, c'est une super idée, mais on ferme la plus grande crèche du pays.
C'est-à-dire d'augmenter de 2 ans l'âge de la retraite ou d'une année l'âge de la retraite, ça ferme des milliers de postes en fait, de crèches qui ne coûtent pas un centime à l'État. Et donc, dans le calcul, c'est quelque chose d'assez important. Et le principal quotidien économique de la place zurichoise, la Neue Zürcher Zeitung, il y a une dizaine d'années, fait une estimation des services rendus par les retraités, et ça se calcule en dizaines de milliards de francs suisses, donc dizaines de milliards d'euros de prestations gratuites fournies par les retraités. Donc, élever l'âge de la retraite, ça peut être, dans un moment immédiat, une source de soulagement pour les dépenses publiques, mais en fait, ça se reporte après avec des effets de levier qui sont considérables sur d'autres aspects, pas que sur la garde de la petite enfance, mais toute l'activité, le bénévolat, la prise en charge des activités de quartier, toute une série de prestations qui sont justement pas rémunérées, ou au contraire qui sont rémunérées, mais par le système de la sécurité sociale. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces considérations. C'était vraiment passionnant. C'est toujours très intéressant de prendre du recul, d'être le petit poisson qui a conscience qu'il nage dans l'océan. Voilà. Donc, on peut applaudir très fort. Merci beaucoup. Et merci d'avoir écouté les historiens, ça fait plaisir. Ben oui, évidemment.